Que sont devenus Alizé, Tal, les frérots de la Vega, ou encore l'une des artistes les plus mystérieuses de sa génération, Indila. Tous ces artistes ont marqué la pop culture francophone et plusieurs générations avec leurs chansons. Alors que sont-ils devenus aujourd'hui? Eh bien vous allez voir dans cette vidéo, certains ont pris des virages à 180 degrés. Et puis lorsque je n'avais pas forcément d'éléments de réponse, eh bien j'ai été voir les artistes directement en face à face afin de leur poser la question. Cette vidéo va être remplie de nostalgie, d'anecdotes et de découvertes. C'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous en pleine forme, je suis trop content de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve dans un épisode un peu spécial puisque vous me l'avez beaucoup demandé, c'est-à-dire un épisode spécialement dédié à la pop francophone. Merci beaucoup. D'ailleurs si vous n'avez pas encore vu le premier épisode, je vous le mets juste ici. Alors beaucoup de ces artistes semblent avoir disparu de la circulation un peu du jour au lendemain, mais attendez de voir puisque parmi les artistes dont nous allons parler aujourd'hui, certains continuent à faire de la musique, alors certes parfois de manière beaucoup plus discrète, tandis que d'autres ont pris des chemins radicalement différents, voire très surprenant. Depuis combien de temps tu n'as pas pris du temps pour toi? Viens à la rencontre de qui tu es. Mais avant de plonger dans le cœur de cette vidéo, je tiens à remercier le sponsor du jour, Rosetta Stone. Alors vous le savez, je suis un grand passionné de musique. Aujourd'hui on va parler surtout d'artistes francophones, mais c'est surtout en écoutant des sons anglophones depuis tout petit que j'ai pu progresser en anglais. Alors même si pour moi la musique est un excellent outil pour pouvoir s'améliorer en anglais, quand il s'agit d'apprendre une langue, ça ne fait pas tout. C'est pour ça que je suis trop content de pouvoir vous parler de Rosetta Stone, une application que j'ai pu tester et qui peut compléter votre apprentissage de l'anglais ou bien d'une autre langue, au-delà de la musique. De mon côté, je parle italien depuis tout petit grâce à ma famille. Ça m'a notamment permis de faire des interviews de Laura Pausini, de Marco Mengoni ou bien de Mahmoud, mais il est clair qu'il me manque quelques réflexes pour mieux structurer ma pensée et vraiment maîtriser la langue, quoi. Ma come mai parli così bene italiano? Pratica con me e in una settimana sei perfetto. Avec Rosetta Stone, j'ai découvert une méthode complémentaire que je trouve très intéressante puisqu'elle est basée sur l'immersion. Vous apprenez en associant des mots à des images. Et ce que j'aime tout particulièrement, c'est que cette méthode est beaucoup plus interactive et pratique que genre les listes de vocabulaire qu'on devait apprendre par cœur à l'école. Je trouve que ça ne servait absolument à rien. Bref, évidemment j'exagère, j'ai toujours eu des profs d'anglais incroyables à l'école. Pardon, je vous raconte ma life. Bref, ce qui est génial avec Rosetta Stone, c'est que je peux faire des leçons courtes de 5 minutes dès que j'ai un moment de libre. Volevo bene a Sparky, ma io lavoro in un ospedale di notte e dormo la mattina e il pomeriggio. Ouais Laura, ouais je t'adore mais je crois que j'ai plus besoin de toi. Et les leçons sont conçues pour le monde réel, avec des expressions et des phrases que vous utilisez vraiment dans la vie quotidienne, que ce soit pour voyager ou simplement discuter avec une autre personne qui parle une autre langue. Sait-on jamais si vous avez un amant à l'autre bout du monde? Après tout, vous faites bien ce que vous voulez. Alors si vous voulez compléter votre apprentissage de l'anglais ou bien même apprendre une nouvelle langue, je vous recommande vivement de tester la plateforme. D'ailleurs, grâce à mon lien exclusif que vous trouverez en description de la vidéo, vous pouvez bénéficier de 60% de réduction sur leur abonnement Lifetime 25 langues. C'est absolument pas en collab avec Katy Perry. C'est un accès à vie à toutes les langues proposées par l'application pour un seul paiement. Alors merci à Rosetta Stone pour la confiance et bonne vidéo à tous. Allez les amis, on reprend. Que sont-ils devenus? Je vous propose de commencer directement par Tal. Tal, de son vrai nom, Tal Ben Yerzi, est l'une des artistes les plus populaires de la scène française des années 2010. Elle grandit dans une famille de passionnés. À la maison on écoute beaucoup de soul américaine, tandis que Tal grandit tout en écoutant Stevie Wonder, Ray Charles ou encore Mariah Carey. Ce que je trouve fou déjà avec Tal, c'est que lorsqu'elle était adolescente, elle apprend à jouer de la guitare et du piano en mode autodidacte. Voilà, pour moi ça en dit long, ça veut dire qu'elle a ça dans le sang et qu'elle était destinée à briller. Et à seulement 19 ans, Tal, elle commence à chanter dans des pianos-bars à Paris. Alors je sais pas ce que vous faisiez à 19 ans, mais personnellement je n'aurais jamais eu le courage de faire ce genre de choses. Donc déjà je trouve qu'on peut signer son audace pour un si jeune âge, et en plus de ça, ça va payer, puisque très vite elle va être signée chez Sony Music. Alors dès ses débuts elle avait une manageuse, c'est celle qui l'avait repérée, et très vite elle va changer de manageuse. Mais pas n'importe laquelle, puisqu'elle va être accompagnée par Valérie Michelin. Alors son nom ne vous dit peut-être rien, mais elle a bossé pour de très grands artistes, et là je pense évidemment à Céline Dion. Valérie Michelin, c'est cette personne qui a développé en partie Céline Dion sur le territoire français. Et pour l'avoir rencontrée brièvement lorsque je travaillais chez Sony Music, c'est une personne qui a une aura très particulière, tu vois qu'elle pèse dans le game, mais pour le coup adorable et très pro. Bref, vous l'avez compris, Tal est donc entre de bonnes mains pour développer sa carrière. On peut dire que son ascension est fulgurante, puisque quelques semaines après sa nouvelle signature chez Warner Music, elle chante en première partie d'Alicia Keys. Rien que ça. Puis son premier album voit le jour en 2012, il s'appelle Le Droit de rêver. Il est porté par l'un des singles les plus marquants de sa carrière, c'est pour moi son titre signature, Le sens de la vie. En vrai, on va pas se mentir, cette chanson c'est un bop, c'est hyper efficace.
thème de la chanson est ultra fédérateur et devient une sorte d'hymne à l'espoir et à la persévérance. C'est un thème qui touche un large public, mais surtout les plus jeunes. Cette chanson, je sais pas si vous en souvenez, mais elle était partout, que ce soit en télé ou en radio. L'album a été un énorme succès, certifié quadruple platine pour plus de 450 000 exemplaires vendus. Ainsi, en très peu de temps, Tal devient l'un des visages les plus incontournables de la scène pop française. Et puis c'est aussi l'une des rares artistes francophones à avoir autant collaboré avec des artistes internationaux. Je pense à Florida, à Little Mix, ou encore avec Sean Paul sur Waya Waya. Bon, après, cette chanson n'a pas non plus été un énorme succès en France, mais pour autant, je trouve ça fou d'avoir autant de collaborations avec des artistes internationaux avec une carrière qui est si jeune. Son deuxième album, À l'infini, sort en 2013 et lui aussi franchit le cap des 400 000 exemplaires vendus en France sans forcément avoir d'énormes tubes durant cette ère. À vrai dire, il se passe énormément de choses pour Tal entre 2013 et 2015. Automne 2013, elle participe à Dals sur TF1, très belle exposition médiatique. Mai 2014, lors de la cérémonie des World Music Awards, elle remporte le trophée de l'artiste féminine française ayant vendu le plus de disques en 2013. Et ce n'est pas tout puisqu'en décembre 2014, elle remporte pour la deuxième année consécutive le trophée de l'artiste féminine francophone de l'année au Energy Music Awards de 2014. Elle fait ensuite le tour des Zéniths de France et en 2016, elle sort son troisième album, très sobrement intitulé Tal. Un album qui est selon moi son meilleur en tant que Tal. On y reviendra. C'est un projet beaucoup plus mature, sur lequel son style s'affine et s'aiguise, avec une ambition internationale qui se précise. C'était beau ça. Le temps qu'il faut, j'adore cette chanson. J'avais également beaucoup aimé Are We Awake et Des fleurs et des flammes. Bon, certes, les ventes de l'album vont être divisées par 4 par rapport au précédent, mais ça reste tout de même un très joli succès au vu de l'évolution de l'industrie musicale et des modes de consommation. En revanche, son quatrième album Juste un rêve, sorti en 2018, se fera beaucoup plus discret avec 25 000 exemplaires vendus. Un projet qui est décrit, je cite, comme une respiration de bonheur, mais vous allez voir que la réalité est tout autre. En effet, lors d'un live sur Instagram, Tal avait déclaré considérer ce dernier album comme une grosse catastrophe, et ce pour plusieurs raisons personnelles et artistiques. Elle a expliqué qu'elle se sentait complètement perdue pendant la création de cet album, car elle ne s'écoutait pas et elle se mentait à elle-même. Malgré une plus grande liberté artistique, elle ressentait encore une pression à faire des chansons en français pour ses fans, ce qui l'a un peu éloignée de son véritable univers musical dont on parlait plus tôt. Tal a ainsi souligné que le problème, c'était pas forcément que l'album soit un échec commercial, mais plutôt que cet album ne lui ressemblait pas. Cet album, c'était pas elle. Cette déconnexion et ce décalage l'a poussée à quitter Warner Music et à se réorienter vers une musique qui lui correspond davantage, notamment avec un nouveau projet en anglais qu'elle a sorti en indépendant via son propre label. Un choix que je trouve tellement courageux. Et d'un côté, je suis absolument pas surpris puisque Tal avait des envies d'international. Elle a d'ailleurs une chanson qui s'appelle À l'international. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle intégrait déjà de l'anglais dans la plupart de ses chansons et encore une fois, elle a collaboré avec des artistes de renom qui sont internationaux. Et je crains que si elle était restée dans une grande major comme Warner, elle aurait été contrainte de devoir rester dans ce style musical qui ne lui correspondait plus. Et pour marquer ce nouveau tournant, cette nouvelle ère, elle change de nom de scène en devenant Tallulah et dévoile un single qui s'appelle Keep on Trying, un titre entièrement en anglais. Et ce que je trouve encore plus fou dans cette histoire, c'est que même sur les plateformes de streaming, elle a décidé de dissocier complètement l'époque Tal et Tallulah. C'est-à-dire que sur toutes les plateformes de streaming, vous avez deux profils artistes différents, Tal et Tallulah. En fait, toute sa discographie n'est pas regroupée sur un seul et même profil artiste. Personnellement, d'un point de vue purement marketing, j'aurais trouvé ça judicieux d'inclure sa nouvelle musique sur une seule et même entité afin de toucher son ancienne audience. Je me demande en revanche si la raison est purement contractuelle et qu'elle n'a pas pu récupérer son profil artiste, ou bien s'il s'agit réellement de son ressort et de sa propre volonté de dissocier complètement son passé avec sa musique qu'elle fait aujourd'hui. Alors certes, les chiffres varient pas mal entre les deux profils. Celui de Tal comptabilise plus de 600 000 auditeurs mensuels, tandis que celui de Tallulah, sa nouvelle musique, en comptabilise 14 000. Mais d'un côté, elle suit son propre instinct et sa propre vision artistique et musicale, ce qui est sûrement beaucoup plus important pour elle et je le respecte entièrement. En vrai, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite vivement à découvrir sa musique parce que je pense que ça peut vous plaire. Je pense à Danger et à un titre qui s'appelle Quick Fix Love. Je trouve que la production est super intéressante. You get me feeling like I'm feeling love. Nothing matters anymore. On sent qu'elle se reconnecte à la soul dont elle était si passionnée durant son enfance. C'est une ambiance presque alternative, jazzy et R&B qui se marie super bien à sa voix. Je suis fan de sa nouvelle DA, c'est une femme qui est libre, indépendante, qui suit son instinct et qui excelle dans sa nouvelle direction artistique. Elle était d'ailleurs de passage à la Maroquinerie en juin dernier à Paris. Et sincèrement, j'espère qu'elle est désormais heureuse, malgré le fait qu'elle se soit un peu éloignée de la scène musicale française. Il me semble qu'elle vit entre Londres et Los Angeles,
Qui sait, une percée à l'international est à prévoir dans les années à venir. En tout cas, je lui souhaite très sincèrement. Ah, et j'allais oublier, Tallulah a également collaboré avec une autre icône de la chanson française dans les années 2010, Alizée, sur une reprise de Jeanne Moreau, Le tourbillon de la vie. Alors je suis d'accord avec vous, ce n'était pas non plus la collab de l'année, mais pour autant ça me permet de faire la transition avec l'artiste suivant dont on va parler dès maintenant, Alizée. Qu'est devenue Alizée? Que fait-elle? Où est-elle? Réponse tout de suite. Alizée Jacoteil, plus connue sous le nom d'Alizée, chanteuse française née le 21 août 1984 à Ajaccio. On embrasse les Corses qui nous regardent. L'histoire d'Alizée, elle ressemble à celle d'un conte de fées. Son succès a dépassé les frontières et ses chansons ont marqué plusieurs générations. C'est clairement l'une des plus grandes icônes pop des années 2000 en France, c'est indéniable. Rappelez-vous, Alizée est découverte en 2000 par l'émission Graines de Star. Et il faut rappeler qu'à la base, Alizée était au collège et qu'elle accompagnait une copine à elle pour l'émission, car le rêve d'Alizée, c'était la danse. Mais c'est véritablement avec Moi Lolita que tout va exploser. Une chanson phénomène, un classique pop de la chanson française. C'est pas ma faute. Et quand je donne ma langue au chat, je vois les autres tout prêts à se jeter sur moi. C'est pas ma faute à moi. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'on en parle sur la chaîne. Je vous redirige sur cette vidéo où je vous parle de toutes ces chansons qui ont créé la polémique. Moi Lolita est l'un des singles les plus vendus de tous les temps en France et surtout le plus gros succès de toute sa carrière. Cette chanson est dingue. On ne peut évidemment pas omettre que cette chanson est le fruit d'une collaboration mythique, celle de Mylène Farmer et de Laurent Boutonnat. À seulement 16 ans, Alizée devient la coqueluche des médias français et internationaux. Numéro 1 en Italie, numéro 1 en Espagne, c'est hyper rare d'avoir un début de carrière aussi fulgurant et aussi prometteur. Son premier album Gourmandise sort en 2000, c'est un énorme succès commercial, plus de 1 million d'exemplaires vendus à travers le monde. Personnellement, au-delà de Moi Lolita, l'Alizée est clairement mon titre préféré de cet album. En 2003, elle sort son deuxième album, mais Courant électrique, avec des singles inoubliables. J'ai pas 20 ans, À contre-courant, et mon préféré, J'en ai marre, clip iconique, performance TV qu'il était tout autant. J'ai la peau douce dans mon bain de mousse. Ce sont des images qui m'ont énormément marqué à l'époque. L'album se vend à presque 300 000 exemplaires, si je dis pas de bêtises. Cela reste tout de même un très beau succès, même si les chiffres sont nettement en deçà du premier album. Après, quand tu démarres aussi fort, c'est assez rare de maintenir un tel niveau de performance. Après 2 albums et une tournée, la collaboration avec Mylène Farmer et Laurent Boutonnat prend fin. À l'âge de 20 ans, Alizée se marie, elle devient mère, et elle revient sur le devant de la scène en 2007 avec son 3e album, Psychédélis, porté par un premier single qui, je ne sais pas si vous vous en souvenez, s'appelait Mademoiselle Juliette. Mademoiselle Juliette, pas vraiment la tata, choisir entre Montaigu Capulet. Ça me faisait penser un peu à Superbus à l'époque. J'aimais bien ce titre en vrai. Un album principalement produit par Jérémy Chatelain, qui était son compagnon de l'époque. Bon, le succès n'est pas forcément au rendez-vous, c'est pas non plus désastreux avec 50 000 exemplaires vendus en France. En revanche, très beau succès au Mexique. Alizée a une base fan très solide là-bas. Fun fact, pour vous donner une idée de sa popularité là-bas, en octobre 2008, Alizée remporte au Mexique un Lunas Award en tant que meilleure artiste pop internationale, devant notamment Gwen Stefani ou encore Avril Lavigne. Je trouve ça fou. Alizée opère un nouveau virage musical avec Une enfant du siècle sorti en 2010, un projet qui ne rencontrera pas son public. Pour vous donner une idée, l'album n'a pas dépassé les 10 000 exemplaires. Elle enchaîne avec un nouveau projet en 2012 qui fera malheureusement des performances similaires. Et septembre 2013, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle hype autour d'Alizée. En effet, elle participe à Danse avec les stars, ce qui fait finalement pas mal de points communs avec Tal en y repensant. Elle va exceller dans cette émission, elle va même remporter la victoire. Et je trouve que cette exposition médiatique a un peu ravivé sa popularité en France. Tous les voyants semblaient au vert pour lancer une nouvelle ère musicale. En plus, elle va s'entourer de pointures de l'industrie musicale française. Je pense à Pascal Obispo, à Zazie ou encore à Lionel Florence. Lionel Florence qui a écrit des chansons incroyables. Le premier single, Blonde, débarque, composé justement par Pascal Obispo, suivi par la sortie de l'album éponyme le 23 juin 2014. Les critiques sont très partagées et je vous avoue que moi-même à l'époque j'étais ultra déçu. En fait, j'ai pas compris. Madonna, blonde, Marilyn, blonde, Alizée, blonde, décolorée. Selon moi, la direction artistique n'était pas la bonne, ça ne prend pas, ça ne marche pas. Le côté second degré et très cheesy n'était pas ce que j'attendais d'Alizée à l'époque, et malheureusement je ne pense pas que c'était non plus ce qu'attendait le grand public de sa part. D'ailleurs, le projet ne trouvera pas non plus son public, que ce soit en France ou à l'étranger. C'est un peu frustrant parce que je suis convaincu qu'elle aurait pu faire quelque chose de nettement supérieur. Nous sommes en 2014 et finalement il s'agit du dernier album studio d'Alizée. Ça fait donc 10 ans que nous n'avons pas eu d'album studio de sa part. Alors que s'est-il passé durant ces 10 dernières années? Eh bien je pense qu'Alizée a trouvé un nouveau souffle grâce à son passage dans l'émission Danse avec les stars. Elle a été fortement
fortement inspirée par cette expérience et elle a décidé de se réorienter vers son premier amour, la danse. Elle a participé à différents spectacles et projets et surtout, avec son mari Grégoire Lyonnais, elle a ouvert à Ajaccio une nouvelle école de danse, le AG Studio. C'est en octobre 2017 qu'elle annonce mettre sa carrière musicale entre parenthèses pour se consacrer pleinement à sa première passion, la danse. C'est un peu comme si son premier amour était revenu au galop vers elle. Fin août 2018, Alizée annonce son retour sur scène avec 3 dates de prévues, 2 au Mexique et 1 en Pologne. Malheureusement, les 3 dates seront annulées. La même année, elle se rapproche à nouveau de Mylène Farmer et de Laurent Boutonnat en collaborant sur le projet de Julia, une artiste qu'ils produisent, je ne sais pas si vous en souvenez. J'ai d'ailleurs brièvement travaillé sur ce projet lorsque j'étais chez Sony. Bref, c'est en réalité Alizée et son mari qui ont créé la chorégraphie du premier clip de Julia, Sexto. Alors je vous avoue, je n'ai jamais été un grand fan de cette chanson, mais je trouve ça beau que Alizée ait en quelque sorte passé le flambeau à la nouvelle génération, et ce à sa manière, à travers la danse. Pour moi, c'est le titre Passe comme tu sais qui avait un certain potentiel. J'aimais assez ce titre, même si dans la globalité des choses, on sent qu'il y a quelque chose qui coinçait. Je ne sais pas si c'est une question de timing, mais je pense que ce projet aurait pu peut-être mieux fonctionner s'il était sorti dans les années 2000 et non en 2019. Bref, je m'écarte un peu, revenons à Alizée. Ce n'est qu'en septembre 2021 qu'Alizée fait son retour sur scène lors d'un concert au Yo-Yo pour la soirée des Folivores à Paris, mais surtout aujourd'hui, Alizée revient dans l'espace médiatique francophone puisqu'elle a annoncé une date symbolique, celle de l'Olympia en 2025. Une annonce qui a évidemment beaucoup fait réagir sa base fan fidèle et les plus nostalgiques d'entre nous, et je parle d'une date symbolique puisque l'Olympia finalement c'est l'une de ses premières scènes, voire sa première scène, et y revenir 25 ans plus tard, je trouve ça absolument fou. Et d'ailleurs je trouve ça génial que ce soit les fans qui puissent choisir la setlist du concert. Dites-moi dans les commentaires si vous comptez y aller. Passons ensuite à un duo qui a marqué la scène musicale francophone dans les années 2010. Il s'agit des Frérots de la Vega. Mais avant ça, si vous passez un bon moment en regardant cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter, à la partager autour de vous et surtout à vous abonner à la chaîne, ça m'aide de ouf dans mon développement. Merci à tous. On va replacer un peu de contexte et revenir au tout début puisque tout commence en 2011. Les deux sont passionnés par la musique, ils commencent à faire pas mal de covers sur YouTube, des reprises de Bob Marley, de Stromae ou même encore de Britney Spears, le tout avec un twist un peu acoustique et folk. Leur popularité ne cesse de grandir et je pense que ce qui faisait la force de ce duo, c'était la complémentarité de leur voix. C'était très doux, il y avait beaucoup d'harmonie et évidemment c'est en 2014 que tout bascule lorsqu'ils participent à The Voice, ils rejoignent l'équipe de Mika. Leur prestation sur ce titre de MC Solar va être l'une des plus marquantes de leur saison et bien qu'ils ne remportent pas la compétition, ils parviennent à se faire signer chez Universal. Le premier album éponyme Frérots de la Vega sort cette même année et c'est un énorme succès, il entre directement numéro 1 des ventes en France et aujourd'hui certifié diamant pour plus de 500 000 exemplaires vendus, c'est juste énorme pour un premier album. Le deuxième album Des Ombres et des Lumières sort l'année suivante et le succès est tout aussi retentissant avec plus de 300 000 exemplaires vendus. Les concerts sont complets et je pense aussi que leur simplicité et leur amitié ont vraiment renforcé le lien qu'ils ont avec leurs fans. Seulement en coulisses, la réalité a l'air un peu différente puisque des tensions commencent à s'installer. En effet, Florian n'est pas à l'aise avec l'exposition et la pression médiatique. Il ressent le besoin de retrouver une vie plus tranquille, loin des projecteurs et donc cet album sera donc le dernier ensemble puisqu'en 2016, le duo annonce la fin de leur collaboration et la tournée de 2017 est donc un adieu au public. Et depuis, les deux artistes ont pris des chemins différents. Florian de la Vega s'est complètement retiré de la vie médiatique pour retrouver une vie beaucoup plus calme. De ce que j'ai compris, il a lancé un label de musique avec sa femme Natalia Doko qui s'appelle Casa de Arbol, qui est d'ailleurs distribué par Warner. Et il partage avec sa femme une boutique en ligne avec leurs projets musicaux. Florian de la Vega a tout de même sorti un album en 2021 qui s'appelle Rêver Forever. Ainsi, avec sa femme, il s'est installé en pleine nature, ils ont eu un enfant et je suis tombé sur l'un de ses TikTok récemment de manière assez aléatoire et visiblement il propose désormais des retraites introspectives. Je vous laisse un extrait. Depuis combien de temps tu n'as pas pris du temps pour toi? Pour prendre soin de toi, pour te connecter à ton espace intérieur, revenir à l'essentiel, à ta présence, à ta vie, à tes rêves. Viens t'offrir ce cadeau, viens prendre le large, viens te défier, sortir de ta zone de confort. Viens plonger au cœur de ton être, te redécouvrir. Viens à la rencontre de qui tu es. C'est maintenant.
Bon, je vous avoue, il se fait un peu dézinguer dans les commentaires puisque beaucoup croient que c'est une parodie, mais c'est bien réel. Il a également sorti un livre de développement personnel qui s'est d'ailleurs mieux vendu que son dernier album. On m'a annoncé que j'avais vendu 2 fois plus de livres que de disques et j'ai trouvé ça dingue. En vrai, s'il est beaucoup plus heureux ainsi, tant mieux pour lui. Et de son côté, Jérémy Frérot a poursuivi une carrière solo. Je suis parti à sa rencontre afin qu'il me parle de sa nouvelle vie. Pour rappel, en 2018, il a sorti son premier album solo, Matryoshka, qui se vendra à 50 000 exemplaires. Son deuxième album, Meilleure Vie, est sorti en 2021, également un très bel accueil. Lui aussi est devenu père, et il a sorti son troisième album solo très récemment, le 13 septembre dernier. Vous avez dû très certainement voir passer le premier single de l'album qui s'appelle Adieu, qui a d'ailleurs été certifié or récemment. C'est un titre qui fait référence à sa rupture avec Laure Manodou. Bon, quoi qu'il en soit, Florian et Jérémy semblent être toujours en contact et se donnent des nouvelles de temps en temps. Est-ce que vous croyez à une réunification? Dites-le moi dans les commentaires, mais personnellement, j'en doute très fortement. Et j'en profite, si vous souhaitez retrouver l'ensemble de ma discussion avec Jérémy Frérot, je vous invite à aller découvrir mon podcast que j'ai lancé récemment. Je suis trop content. Je vous mets le lien d'écoute dans la barre de description de la vidéo. Le chant des sirènes, des frérots de la Vega. Qu'est-ce que ça te fait de réécouter cette chanson? Est-ce que c'est une période de ta vie que... Bah, t'as vu comme on est triste? T'as vu comme on est triste dans ce chant-là? C'est fou, hein. Tu te trouves triste quand tu chantes ça? Ouais. Bah ouais, c'est une nostalgie très triste. Et tu disais que c'était le plus gros succès du répertoire des frérots. Est-ce que ça te saoule, en vrai, qu'on reparle de ça, ou t'as envie d'avancer, qu'on te considère plus en solo et qu'on oublie un peu le passé? Ah non, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette chanson. Enfin, j'aime toutes les chansons des Frérots de la Vega. Je les réécoute parfois. Je les chante. C'est ce qui m'a construit. J'en suis fier. Je suis très fier. C'était fou, le tourbillon que ça a créé. Là, c'était un peu moi, j'ai aimé. Hein. J'ai aimé ce moment-là. J'ai kiffé ce moment-là. C'était très insouciant. Allez, je vous propose de passer désormais à un des plus grands mystères de l'industrie musicale francophone. Je parle évidemment de Indila. Cela fait plus d'une décennie maintenant que la voix d'Indila résonne en France, mais aussi à l'international. Adila Sedraya, de son vrai nom, est une artiste dont le talent est aussi grand que sa discrétion, et encore, le mot est faible. Avant de devenir Indila, Adila Sedraya faisait déjà ses armes dans le milieu de la musique. Elle a collaboré en tant que choriste et compositrice avec des artistes comme Rof ou même Diams. Mais il y a une rencontre qui va être décisive dans sa carrière, c'est celle avec le producteur Skalpovic, une figure majeure de la scène rap et pop en France. Et ensemble, ils vont réussir à façonner un univers musical qui sonne comme un ovni, qui est vraiment singulier et complètement unique. En 2014, Indila dévoile son premier album, Mini World, et c'est un véritable raz-de-marée. Dès sa sortie, l'album se hisse directement numéro 1 des ventes en France et finit par être certifié diamant pour plus de 500 000 exemplaires vendus. C'est juste énorme pour un premier album. À l'échelle internationale, l'album dépasse même le 1 million de ventes, et c'est surtout le single Dernière Danse qui va vraiment marquer les esprits, qui est non seulement devenu un succès en France, mais qui va aussi traverser les frontières. Je remue le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. D'ailleurs, en 2023, le clip a franchi le cap du milliard de vues sur YouTube. C'est rarissime pour une chanson française. En 2015, Indila reçoit la victoire de la musique pour l'album Révélation de l'année. C'est une consécration pour cette artiste qui a finalement conquis le public en un temps record. Mais alors qu'elle est au sommet, eh bien elle va décider de prendre une pause. Et prendre une si longue pause à ce stade de sa carrière, c'est hyper risqué. Tous les artistes de cette industrie ne peuvent pas se le permettre. Et au contraire, cette absence va justement contribuer à alimenter le mystère qu'il y a autour de sa personne. Un peu à l'image de Mylène Farmer, j'ai envie de dire, Indila cultive la rareté dans ses apparitions publiques, ce qui renforce encore une fois l'aura énigmatique qui la caractérise si bien. D'ailleurs, en 2021, elle va confier ceci aux Parisiens, je la cite, « Il est essentiel pour moi de vivre dans l'anonymat. Je ne me suis jamais identifié à mon succès, ce qui est important pour moi, c'est la musique. » Je trouve que cette déclaration montre vraiment qu'Indila n'a jamais cherché à devenir une icône médiatique, mais pour elle, la priorité, ça a toujours été la musique et pas la notoriété. Après des années de silence, elle revient en 2019 avec un single intitulé « Parle à ta tête », qui, bien qu'accueilli positivement par ses fans, ne connaît pas le même succès que Dernière Danse. Encore une fois, quand on débute à un stade si haut, si élevé, c'est très compliqué de maintenir un tel niveau de performance. Personnellement, c'est purement subjectif, mais j'ai pas été conquis par Parle à ta tête. Je trouvais que c'était vraiment en deçà des propositions qu'elle avait fait auparavant. Après, le titre comme le clip sont hyper fun, mais pour autant, ça n'a pas tourné dans ma playlist. Désolé, Indila. Pôle emploi, hein. Je vais au Pôle emploi. Bref, ce n'est que mon avis, mais ce retour, finalement, à l'époque, il nourrit un peu l'espoir d'un nouvel album et laisse ses fans suspendus jusqu'à une prochaine annonce, mais finalement, il n'y en aura pas. Le mystère autour de Indila, il est total, même sur ses réseaux sociaux, lorsqu'on regarde son Instagram, c'est simple, il n'y a rien du tout. Fun fact, même Britney Spears utilise ses chansons dans ses stories Instagram.
qui montre encore une fois qu'elle a vraiment une aura internationale. Moi franchement, je vais vous dire, cette discrétion, elle me fascine, et je comprends pourquoi certains font quelques rapprochements avec Mylène Farmer. Jean-Jacques Goldman, c'est pareil, il a complètement disparu de la circulation, il est vraiment retiré de la vie médiatique, et pour autant, ça reste l'une des personnalités préférées des Français. En 2021, l'espoir d'un nouvel album renaît, puisque Indila revient avec un duo en feat avec Amir sur un titre qui s'appelle Carousel. On a eu le droit à quelques prestations live, mais Indila est toujours restée très discrète. Et ce qui est fou, c'est que malgré cette discrétion, son succès ne s'estompe pas. Encore récemment, elle avait plus de 11 millions d'auditeurs mensuels sur l'une des plus grandes plateformes de streaming, ce qui fait d'elle une des chanteuses francophones les plus écoutées de la plateforme. Alors qu'est devenue Indila en 2024 ? Eh bien, je vous retourne la question. Vraiment, c'est l'un des plus grands mystères de la scène pop française, et c'est ça aussi que je trouve fascinant et assez intéressant. Je croyais très fort à un retour pour l'année 2024, notamment à la cérémonie des Jeux Olympiques. Je pense qu'elle avait totalement sa place, surtout qu'elle rayonne complètement à l'international. Ça aurait été très fort et très symbolique, et ça aurait été la rampe de lancement parfaite pour lancer une nouvelle chanson, mais ça n'a pas été le cas. Alors dites-moi quelles sont vos prédictions pour la suite de la carrière de Indila dans les commentaires. Après tout, l'année 2024 n'est pas encore terminée, elle n'est pas encore achevée, donc peut-être qu'on aura le droit à un nouvel album avant le mois de janvier, mais j'en doute très sincèrement. Passons désormais à un certain Léo Rispal. Si on est à peu près de la même génération, forcément vous vous souvenez de cette musique. Léo Rispal a été découvert très jeune grâce à l'émission L'école des stars, et en 2011, il est en duo avec un certain Gary Fico sur Le Même que moi, qui a joui d'un très beau succès en France et en Belgique. On ne vous oublie pas les Belges. Une chanson qui évidemment lui colle encore un petit peu à la peau, mais vous allez voir que Léo a beaucoup changé et il a bien grandi, puisque j'ai eu la chance de m'entretenir quelques minutes avec lui. Léo admet que la chanson Le Même que moi reste un titre marquant pour beaucoup de personnes. Il ne cherche pas forcément à l'oublier, mais il reconnaît que c'était pas vraiment un moment qu'il a pleinement vécu ou apprécié à l'époque, en raison de son jeune âge, et c'est vrai que finalement c'était un enfant à cette période-là. Après, grâce à ça, j'ai eu des opportunités incroyables, tu vois, de faire des plateaux assez ouf, tu vois, devant des milliers de personnes. Donc ça, je pourrais jamais dire non, c'était vraiment pas bien, tu vois. J'ai pas du tout profité, j'ai adoré ces expériences-là, ce dont je me rappelle. Donc non, c'était un très bon moment que j'ai vécu et dont j'ai profité, mais voilà, j'ai plutôt un sentiment pas neutre, tu vois, mais assez plaisant et assez cool. Personnellement, ce titre, il m'a toujours fait beaucoup sourire, alors pas de manière négative, mais en fait, l'accent anglais que Léo arbore durant cette chanson, je trouvais ça assez mignon. Et je me suis toujours demandé si c'était un peu une direction qu'on lui avait donnée ou bien si c'était une sorte de mimétisme par rapport aux artistes qu'il écoutait à l'époque. Du coup, je lui ai posé la question, voici sa réponse. Il y a une question qui revient souvent. Ouais. Je pense que tu sais quelle est la question que j'ai posée. Pourquoi tu avais cet accent anglais quand tu chantais cette chanson ? Est-ce que ça t'était demandé ou c'était toi et ta manière de chanter à l'époque ? Alors franchement, je me souviens pas que ça m'était demandé. Donc je pense que c'était vraiment naturel. Parce qu'en fait, moi, j'ai vraiment... tu vois, j'ai appris l'anglais, j'ai appris la musique via la musique anglo-saxonne, tu vois. Je me rappelle écouter Beyoncé, Destiny's Child, Amy Winehouse, Christina Aguilera et tout quand j'étais petit, tu vois. Donc j'ai vraiment... en fait, je pense que ça a vraiment été ma porte d'entrée. Puis Judy Garland, en plus... donc ça a vraiment été ma porte d'entrée dans la musique. Donc je pense que, en fait, assez naturellement, tu vois, je pense que j'ai peut-être essayé genre de retrouver des sonorités, etc. Et du coup, je les ai importées un peu en français, mais c'était pas du tout... et ça, tu vois, ça c'est un truc justement qui est dans la vidéo Cyprien, je crois. Il parle de ça, tu vois. Mais non, c'était pas... c'était naturel, en fait, je crois. Mais c'est vrai que des fois, je réécoute et je suis en mode... C'est drôle, genre... mais non, c'est... Je pense que c'est aussi une des raisons pour laquelle on retient aussi cette chanson. Ça reste drôle et assez mignon, tu vois. Bien sûr. Mais c'est vrai que tu avais déjà des inspirations anglo-saxonnes très affirmées. Je crois que j'avais vu une fois où tu étais chez Énergie, où tu chantais Téléphone de Gaga. Tu étais hyper jeune et tu avais un anglais déjà pas mal, tu vois. Des fois, je l'écoute et je suis en mode, bon, c'est pas tout à fait encore... très précis dans l'anglais, mais c'est bien, tu vois, t'as 11 ans, donc ça va. Et quand je lui ai suggéré d'enregistrer une version 2024, il n'a pas semblé totalement fermé à cette idée-là, mais il préfère tout de même nettement mettre son énergie dans ses nouveaux projets, ce que je comprends totalement. Bref, Léo a vécu beaucoup de choses entre ses 11 ans et ses 20 ans. Il a notamment participé à l'émission Rising Star, une émission qui avait fait un flop à l'époque, je sais pas si vous vous souvenez. Léo confie qu'il a poursuivi ses études parallèlement à la musique, ce qui l'a aidé à rester équilibré. En fait, il n'a jamais vraiment quitté la musique a toujours fait partie de sa vie et l'a toujours attiré, même quand il s'en éloignait un peu. Et donc aujourd'hui, il a pris une toute autre direction musicale. Je vous invite à aller écouter ses nouveaux projets, je vous mets des liens en description. Wait for me, oh I'm gonna drown.
why I'll make no sound. Wait for me, don't you turn back now. Il m'a semblé très enthousiaste à l'idée de partager son nouveau projet et j'espère pour lui que ça fonctionnera. Écoutez les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu, j'étais trop content de vous retrouver dans un nouveau format. Récemment j'ai pris du temps pour moi pour développer d'autres projets, notamment ce projet de podcast, n'hésitez pas à aller l'écouter encore une fois, ça me fera trop plaisir. Je remercie une nouvelle fois Rosetta Stone d'avoir sponsorisé cette vidéo et surtout je vous remercie, vous, d'être là depuis le début. Merci à tous pour votre soutien et vos commentaires. Je vous invite à continuer le visionnage avec les 2 vidéos qui s'affichent à votre écran. Je vous embrasse, ciao.